Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus à cet autre numéro Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, lundi à vendredi, 19h, 21h. Encore un chef traditionnel assassiné dans le cadre de la crise dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Emmanuel Ikome Ngolé, chef traditionnel Mile 14 d'Ibanda, a trouvé la mort en captivité le 14 décembre dernier, au lendemain d'un kidnapping qui a également vu les chefs Ifande Ewoule et Kombe Simon, respectivement chief de Mile 15 Loa Bokova et Mile 16 Loa Bolifamba. Ils ont tous été faits otages ce même jour. La disparition de Chief Ikome Emmanuel Ngolé intervient un mois après l'assassinat de Sa Majesté Molinga Francis Nango, roi de Liu la Malale, toujours dans le département du Fako. Chief Ikome Emmanuel Ngolé vient compléter la longue liste des autorités traditionnelles tombées depuis le déclenchement du conflit armé dans les deux régions anglophones du pays. Cet autre assassinat intervient au lendemain des élections régionales du 6 décembre dernier. L'on se souvient également que l'un des collèges électoraux constitués des chefs traditionnels avait été encouragé à retourner dans leurs différents palais par le ministre de l'administration territoriale, c'était exactement le 19 août dernier. Madame, Monsieur, dont cette partie de l'émission est consacrée à ces 5 chefs qui sont tombés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, le drame des chefs traditionnels. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir. Il est là avec sa casquette de chef, hein? Raphaël Ndougou. Bonsoir Raphaël. Merci chers alentours, hein. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à votre équipe technique, je n'oublie pas les co-panélistes. J'ai abordé cette casquette justement parce que quand on parle de la tradition, je suis interpellé. Permettez-moi donc de vous dire que je suis toujours honoré lorsque je descends sur cette pelouse de la Champions League télévisée et que vous, le coach, vous m'avez choisi comme le 11 entrant. C'est un honneur. Et lorsque je l'ai dit, je veux donc saluer le chef de mon village, le chef supérieur des étoudis, Sa Majesté Nana Jean-Baptiste, qui a été élu par ses pairs au conseil pour représenter justement l'autorité traditionnelle dans le département d'Union Esso. Il a assisté par nous Jean-Baptiste, celui-là, cette fois, Mbilabe Sala Jean-Baptiste. Ils vont donc conduire pendant leur séjour les problèmes des chefs traditionnels, les problèmes de nos contrées et tout ce que vous imaginez pour le développement de notre département et même notre région. Mais maintenant, si vous le permettez, puisque nous avons le cœur meurtri parce que nous avons été victimes hier, depuis la soirée d'hier, avec les arnaqueurs qui sont là dehors aujourd'hui, qui, ma foi, peut-être cherchent aussi de l'argent pour les fêtes de fin d'année, mais ils choisissent des mauvaises personnes, parce que ceux qui ont de l'argent ne gardent pas dans les comptes Orange Money sans publicité. Il est donc important de signaler aux téléspectateurs d'être aujourd'hui prudents quant aux dépôts qu'ils vont recevoir dans leur compte. Parce que les arnaqueurs, ma foi, j'imagine qu'ils sont même de connivence avec certains responsables, hein, de la maison Orange, pour ne pas la nommer. Peut-être qu'on ne va pas le dire. Oui, vous n'avez pas les éléments de preuve. Mais les éléments de preuve que je peux avoir sont celles que quand je n'ai pas de l'argent dans mon compte Orange Money, je n'ai aucun souci. Mais une fois que je fais un petit dépôt, tout de suite, ils sont derrière mon numéro pour faire cette affaire-là. Je voudrais donc interpeller ces gens-là que les responsables essayent de voir dans quelle mesure ils peuvent épargner cela aux Camerounais. Nous avons beaucoup salué cette affaire de dépôt de monnaie électronique, mais ce n'est pas pour autant que les Camerounais doivent être
justement arnaquer à ce niveau. Donc prudence, prudence, prudence. Ok, Albert Dormo-Toubin, bonsoir, bienvenue à Douala. C'est Jalin, bonsoir. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Un bonsoir particulier à la population de Tchang, parce que je viens de là. Voilà, vous êtes chercheur en histoire et en sciences politiques. Et justement, vous venez de commettre cet ouvrage avec Clovis Rodrigue Photo, Albert Dormo-Toubin, pour une Fumban 2, les incongruités de la conférence de Fumban de 1961. Effectivement, c'est Jalin. Vous savez... Qu'est-ce qui vous amène à ça? C'est le conflit, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? Oui, vous savez, Karl Marx disait que les philosophes ne germent pas de terre comme des champignons. Oui. Ils sont le produit de leur société. Et je pense que lorsqu'il y a une crise comme celle qui secoue notre pays depuis 2016, il est important que ceux qui font des recherches puissent s'y pencher. Probablement, ou certainement, je peux le dire, parce que la science est justement là pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Nos recherches peuvent nous permettre d'apporter des solutions, sauf que ce n'est pas la recherche ou bien le scientifique qui décide, c'est l'homme politique. Mais il était important pour nous, dans le cadre de ce que nous avons fait, de mettre cela par écrit et de pouvoir apporter cela comme notre contribution à la rédaction, à la résolution de la crise anglophone. Et en rendant déjà hommage à la ville de Tchang, je voudrais dire que c'est une ville historique. C'est cette ville qui, en 1950, a propulsé Ruben Oum-Niobé de l'anonymat au devant de la scène. Parce qu'il faut dire qu'en 1950, il est organisé à Tchang le congrès, une réunion du comité directeur de l'UPC. Et au cours de cette réunion du comité directeur, les populations sont alertées que les leaders de l'UPC sont dans la ville et vont retrouver le lieu de rencontre, et la réunion du comité directeur est directement transformée en congrès. Et c'est au cours donc de ce congrès-là que Ruben Oum-Niobé va être porté à la tête de l'UPC et va faire ce que nous savons qu'il a pu faire. Et avec cette proposition, parce que lorsque nous parlons de cet ouvrage, en présentant les incongruités, nous partons même de la volonté de l'UPC de mettre la réunification avant l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait en fait de deux territoires frères qui se sont... Bon, je crois que au cours... Oui, on va y revenir. À côté de vous, Pierre-Emmanuel Bignan, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin Moutou. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci et bonsoir à tous mes panélistes et à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous êtes un spécialiste en télécommunications. Vous avez suivi Raphaël Ndogo. Vous avez été aussi victime de ce phénomène-là. Comment faire pour échapper? C'est vrai que je n'ai pas suivi Raphaël de bout en bout. C'est-à-dire, on vous fait croire que vous avez reçu une somme d'argent dans votre compte. Et une fois, lorsque vous revenez, le meilleur sentiment, tout est parti. On a vidé votre compte. Oui, ce sont des... Vous avez été victime? Oui, bien sûr. Comment faire pour éviter ça? C'est un phénomène qui est récurrent. Déjà, j'aimerais dire à ceux qui sont victimes de cela que lorsqu'ils ils ont été approchés, une fois qu'ils sont approchés, qu'ils appellent le service client Orange au 950. C'est un appel gratuit qui compose le 950 appels Orange, si c'est dans le cadre de Orange. Orange ils vont remettre la somme? Non, Orange va les indiquer sur ce qu'il y a lieu de faire. Okay. Mais le plus important, c'est qu'il faut être prudent parce que les messages d'Orange Money ou de MTN Mobile Money ne viennent pas avec un numéro personnel. Oui. Ils viennent avec le numéro Orange et puis MTN Mobile Money également. Donc, il faut être très prudent pendant ces périodes, c'est pour éviter ce genre de situation. Barrister Kamalimen, you're welcome. Thank you, Mr. Sesh. It's a pleasure being here, and I think the topic in question, the subject in question, it's always heart-touching, and it would appear most of the time when we have such a topic, I'm always called upon.
You know, I start by J'ai envie de vous demander, hein, c'est vous qui ouvrez cette émission, pourquoi, qu'est-ce qui explique cet acharnement sur les chefs traditionnels? 2 dans le Fako, 1 dans le Diane, ça fait 3 dans la région du Sud-Ouest, 2 dans le Nord-Ouest, département du Buy, et dans le Dongamanto. Pourquoi les chefs traditionnels? Serge, I'll be very honest in my pronouncements, and the reason is that the chiefs have departed from that customary setup and embraced politics. And once you embrace politics, there is bound to be division. In democracies, we have different political parties. And you know, from time immemorial, the chief has always been looked upon like the representation of the forefathers. And the king was regarded upon as a kind of god and a unifying factor. If you go back to our customary law, which is even recognized in our country because we have customary courts, you see that the chief stands as a unifying factor to every member in his community. But with the advent of democracy, multipartism, ill faith, multipartism, because you can have multipartism with good faith, but when you look at our Cameroon context, there is every reason to think that those chiefs are being manipulated. And so once they accept to belong to a political party which the Anglophones are against, because that is the truth. Majority of Anglophones are against that party, and then they do exactly what the secessionists are against. So by doing that, they expose themselves. You know, what happened, I honestly express my heartfelt condolences to the people of my 14 and the family of the late chief, and pray equally that those who were kidnapped be released. But there is something we must say. What we must say is that what happened to them was foreseeable. C'était prévisible. Vous comprenez? C'était prévisible. Donc, lorsque le chef traditionnel accepte de faire la politique, et il prend... Donc, d'abord, dès qu'il accepte de faire la politique, ça veut dire qu'il a choisi un camp. Et qui est normalement, dans le cas d'espèce, n'est-ce pas, il y a des autres partis politiques. Donc, il n'incarne plus l'autorité. Rassembleur. Oui, vous comprenez. Et maintenant, être à côté de RDPC l'expose. Donc, il faut savoir que My 14 est une zone très turbulente dans ces crises anglophones. Et pour moi, c'était un mauvais choix de chef. Mais ils ont pris le 13 décembre, ils ont pris le chef de My 14, le chef de My 15, le chef de My 16. Yes, Serge, that was seulement after, celui de My 14 qui because on a libéré I am not part of the people who kidnap and I condemn such acts. But to me, what I was saying is that it's foreseeable because coming together in My 14, bringing 3 chiefs together was enough call for reactions. And so I think that the chiefs should be more prudent in carrying out their activities. And honestly, if I have an advice to give them, I will call on them to respect the traditional setting, the customary law that looks at them as the unifying factor. So politics is not for the chiefs. Ok. Pierre-Emmanuel Biam, on vous interpelle là, vous êtes des hommes politiques. Hein? C'est la politique qui vient comme ça, fait en sorte que les chefs ne soient plus bien vus de ce côté-là. Parce qu'ils auraient entre guillemets choisi un camp. Le problème aujourd'hui, c'est le contexte dans lequel nous vivons. Mais il ne faut pas que les gens ignorent que les chefs traditionnels au Cameroun ont toujours fait la politique. Ils ont toujours fait la politique depuis la période de la colonisation. Quand les Allemands sont arrivés, les premiers chefs qui étaient là étaient des hommes politiques. Ils ont toujours... Mais c'était pas un contexte multipartisan. C'est pour ça que je dis le contexte n'est pas le même aujourd'hui. Oui, voilà. Maintenant, il y a plusieurs la période avant indépendance, en l'occurrence, la période entre les années 40 et les années 60, la plupart des chefs étaient des UPCistes. Ceux qui étaient dans la zone anglophone étaient dans les partis politiques de libération nationale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Le problème, c'est que
le contexte actuel dans lequel les chefs font la politique est complètement différent parce que ils ont face à eux un parti État qui les a tous phagocytés. Et ce parti État, le RDPC, est celui-là qui est la cause de tous les malheurs des Camerounais aujourd'hui, sur le plan social, sur le plan économique et même sur le plan politique. Voilà pourquoi les chefs qui appartiennent à ce camp-là sont de plus en plus stigmatisés. Ils ne sont plus acceptés par la population. Beaucoup plus à cause de leur façon de faire la politique. Leur façon de faire la politique. Parce qu'avant, il faut également noter que les chefs militaient dans l'UPC, mais ils faisaient l'objet d'adhésion de leur population. C'était les chefs qui étaient supportés par leur population. Voilà pourquoi les populations les protégeaient quand l'armée coloniale venait les chercher et toutes les populations les cachaient, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On voit plutôt les populations en train de vouloir lyncher ces chefs-là. On a vu le cas même plusieurs fois à Fumbal, même du moment où le docteur Damjoya, le président de l'UDC, était vivant. On a vu des élections où pratiquement les militants de l'UDC ont failli mettre à feu à sang la ville de Fumbal. Pourquoi ne pas parler, s'attaquer même au palais royal, qui est quelque chose de sacré. Donc, pour dire que la politique du renouveau a échoué, le peuple camerounais n'accepte plus cette politique. Voilà pourquoi les chefs qui sont dans leur rang ne font plus l'unanimité des populations aujourd'hui. C'est ce qu'il y a lieu de dire. Ok. Raphaël Ndougou, la politique est à l'origine pour les deux premiers intervenants de ce qui arrive aux chefs traditionnels, au nord-ouest et au sud-ouest. C'est votre point de vue? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que le dernier passage... Et pourquoi on s'acharne donc sur les chefs? Le dernier passage que nous avons... D'ailleurs, j'ai pas dit au même plateau avec M. Bignam, justement. Nous avons tous dit, le chef doit faire la politique, mais il ne lui appartient pas d'imposer à sa population d'adhérer dans son parti politique. Ça veut donc dire que quand il choisit son parti, il ne doit pas imposer son parti à ses populations. Et que ceux qui ne sont pas dans le parti, je ne sais pas, régnant, qui gagnent ou qui gouvernent, qu'on laisse également le libre choix à ces chefs-là. Mais maintenant, et c'est pour cette raison que 5 chefs traditionnels au total sont déjà tombés sur le carreau de cette affaire du Nozo-là. C'est là toute la question. Et je pense donc pas que ces gens qui kidnappent les chefs et qui les assassinent ont dit à quelqu'un que c'est par rapport à leur choix politique. Sinon, quand ces gens-là ont mis le feu et que les enfants sont morts, est-ce que les enfants aussi avaient fait la politique? Je pense que quand nous avons déjà indiqué que chaque chef doit faire son choix et que le chef doit laisser sa population faire également son choix, on doit s'interroger pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec les chefs assassinés. Et moi, je peux vous dire que je suis totalement meurtri parce que je me rends même compte que ces chefs-là même, peut-être au-delà de la politique, ont même déjà perdu véritablement leur pouvoir traditionnel. Vous ne pouvez pas me dire que dans un village, dans une localité, les gens viennent de partout, viennent kidnapper les gens et les chefs sont là, bouche fermée, et les populations ne travaillent pas avec les chefs pour pouvoir contrecarrer cela. Vous pouvez pas, nous avons tous ici sur la table des villages. Il n'est pas possible qu'un étranger arrive dans votre village, comme dans le mien à Acier, et arriver là pour vouloir s'aimer le chaos, kidnapper le chef, c'est pas possible. Or, j'ai toujours indiqué... Mais il peut y avoir des complicités en interne. Justement, donc, quand il y a des complicités en interne, c'est très rapidement dénoncé. Quand le pouvoir du chef reste encore un pouvoir véritablement traditionnel. Parce que le pouvoir traditionnel n'est pas seulement ce que nous parlons ici. Le pouvoir traditionnel est même mystique. Quand on vous introduit chef, ce n'est pas une affaire du jour. Il y a également une affaire de la nuit. Parce que si chaque chef... Donc lorsqu'on vient prendre le chef, il peut disparaître, c'est ce que vous voulez dire. Je voulais vous c'est un vrai chef. Donc c'est des faux chefs là. Il y a que si le chef a été mal choisi, si le chef n'est pas de la lignée, il y a un souci. Or, lorsque le chef est de la lignée et qu'il est bien choisi, je vous assure qu'il y a des situations qui n'arrivent pas au chef. Parce que justement, ils sont détenteurs du pouvoir traditionnel. Alors, pour finir, je voudrais quand même dire que cette histoire d'élite traditionnelle, religieuse et même élite de manière générale, comme on dit,
il y a un véritable problème dans le Nozo. Il n'est pas normal que pendant tant d'années, que les gens ne puissent pas se mettre ensemble, même s'ils ont déserté les villages, se concerter et trouver dans quelle mesure ils peuvent arrêter cette affaire-là. Ce n'est pas une situation de prendre les armes, mais de trouver les techniques. Parce que si on estime que ces gens qui tuent les enfants, qui tuent les chefs, sont véritablement les natifs de là, alors on peut également trouver le contrepoids, ceux qui peuvent également contrecarrer ces gens-là, ou bien travailler avec les forces de maîtrise pour que cela s'arrête. Ok. Albin Ndokmo, vous êtes d'accord? C'est la politique, les choix des chefs qui entraînent ces Alain, vous allez me permettre... ces assassinats. Vous allez me permettre de débuter mon propos par une note d'humour. Même si l'événement est triste, je voudrais dire que, en principe, c'est le Covid, si c'est le Covid qui a vulgarisé la notion de la distanciation sociale, ceux qui ont vécu dans les villages savent déjà qu'il existe ce respect de la distanciation sociale entre le chef et ses sujets. Donc, il n'était même pas pensé ni pensable que les gens puissent se rapprocher du chef, ne serait-ce que pour lui serrer la main. C'était observé. Même capturer le chef. Aujourd'hui, ce principe est bafoué. Les gens non seulement n'ont plus de respect pour le chef, mais ils vont jusqu'à sa capture et à son assassinat. C'est un triste constat. Maintenant, si on veut poser la question de savoir quelles sont les causes, parce qu'il faut expliquer, nous pouvons dire qu'il y a d'abord la remise en cause de l'engagement partisan des chefs. Parce que nous ne sommes pas seulement au niveau où il faut expliquer que le chef s'est engagé dans la politique, il faut dire que la chefferie est un espace essentiellement politique. Oui, seulement la politique qui est menée là-bas est une politique qui est pensée de telle sorte que le chef, en plus de tous les clivages partisans qui se trouvent au sein de son espace, réussit à se hisser au-dessus et à réunir tous les fils et filles pour le développement à la fois de la tradition et tous les autres aspects de son village. Seulement, son engagement partisan fait en sorte qu'à un moment donné, on se retrouve à avoir en face de soi le chef comme adversaire. Et lorsque vous avez déjà le chef comme adversaire, on joue ses attributs. À un moment donné, on se retrouve dans l'obligation d'oublier parce que il est un adversaire, il est en train de vous barrer la voie, et si vous trouvez un moyen de l'écarter, et vous savez, les règles du jeu en politique ne sont établies par personne. À un moment donné, même un tacle par derrière, s'il peut permettre de marquer un but contre le chef, on va le faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième est l'échec du discours gouvernemental qui consiste à dire autorité traditionnelle, autorité administrative, fonctionnaires de tous ordres, regagnez vos postes. Alors que l'État sait, à travers son système de renseignement, que les dispositions ne sont pas prises pour que ces fonctionnaires, ces autorités de tous ordres qui se trouvent dans le Nozo puissent rentrer. C'est les livrer au sacrifice. Et aujourd'hui, l'assassinat de ces chefs, moi je pense que certains qui s'étaient réfugiés du côté de la zone, la zone paisible, entre guillemets, ces personnes seraient encore en vie si le discours officiel n'avait pas insisté sur le fait qu'ils doivent rentrer. Je pense que ce que nous devons faire, on peut même laisser tout le monde là où il se trouve. Lorsque la situation va s'apaiser, vous allez constater que les gens rentrent d'eux-mêmes. On n'aura pas besoin de leur dire de rentrer. Et il y a une dimension également psychosociale. Parce qu'il faut dire que la guerre met les gens hors d'eux. Edgar Morin disait ceci, a écrit un ouvrage, Le paradigme perdu, la nature humaine, où il explique en fait que l'homme est sapiens demain, c'est-à-dire il est raison et déraison. La déraison prend le pas et atteint les proportions incontrôlées lorsque
on se retrouve dans des situations de crise sociale. Donc lorsqu'il y a des crises sociales d'envergure, la raison s'échappe. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut se rendre compte que les chefs sont attrapés par des personnes qui ont perdu la raison, qui sont devenus des sauvages, des barbares, qui peuvent assassiner, qui peuvent sacrifier des hommes comme si c'était des bêtes. Ok, merci. Barista Kamoualiben, justement, le 19 août dernier, le ministre de l'administration territoriale pour la Tangandi réunissait ces chefs-là qui avaient déserté, entre guillemets, leur palais depuis 2-3 ans. Il leur demandait de rentrer, retrouver leur palais et leur sujet. Mais vous n'étiez pas pour. Vous n'êtes même pas pour ce retour-là. Yes. Pourquoi? Yes, I made it clear that day, Alain, that first of all, every person is the first guarantor of his own life. You are the person to protect your life. And everything it is very glaring that the situation in Nozo is not good, it's hostile. Now, I quoted here on this platform that when you look at the ministers going to Northwest or Southwest, they go heavily armed. The Prime Minister was in Boya today. I went to around Mungo. They were army every 3 or 4 meters. You find and well equipped. Now this is somebody who is the Prime Minister, who is the head of government. He is going down there with military, and then you come and tell a chief who has been chased away from his fondom or his chiefdom. You ask him to go back. What did we see? The fondom saw was kidnapped. And Alain, I stick to the topic about the chiefs, concerning the chiefs. Alain, the truth is that we don't have a good democracy in Cameroon. That is why you always see that the ruling party is always in conflict with oppositions. And so when the chiefs, they take sides with that political party which is very unpopular in the Northwest region, that is the truth. Let the truth be said. The CPDM is very unpopular in the Anglophone regions. And the chiefs believe that in gaining powers, they must be on the side of CPDM. And he exposes them. Now, let us come to the House of Chiefs, which was what currently took place. And then the chiefs could have their house without belonging to a political party. Ils peuvent avoir, sans être, n'est-ce pas, dans un parti politique. Donc, tous les chefs se réunissent, ils passent par vote, n'est-ce pas, pour choisir qui peut siéger dans ce comité. Mais lorsque donc on décide de les faire venir, n'est-ce pas, par un parti politique, vous voyez, voilà les conséquences. Et ce qui est choquant et mauvais, c'est que ces chefs-là n'ont pas apprécié eux-mêmes la risque qu'ils encourent. Ils devaient savoir. N'est-ce pas? Si vous allez à My 14, c'est dès que vous finissez la colline, il y a un contrôle mix. Et c'est chaud là-bas. Donc, le chef, mix, c'est-à-dire il y a gendarmes, police, militaires, pour contrôler les voitures qui entrent à Boya. Donc, tout est à démontrer qu'il n'y a pas la sécurité. Et on vous demande d'y aller. Vous partez. Ça veut dire que vous-même, maintenant qu'on l'a tué, qu'est-ce que l'État va faire? En dehors de dire vraiment, il faut que... Non. Qu'est-ce que l'État va faire? Il a perdu sa vie. Et sa famille, ses enfants vont souffrir de ça. Donc, I said on this platform that chiefs should not go back. Whosoever, be it civil servants. I'm not being an opposition to the government, but I'm being realistic. You cannot ask me to go to a place that I know they're going to kill me, and I take my head and go there. I will not. So, Serge, the chiefs should go back to their palaces and be a unifying factor. Ok. Pierre-Emmanuel Biam, justement, demander au chef de rentrer, c'est livré. Il faut d'abord comprendre dans quel contexte on demande au chef de rentrer. Depuis que la crise du nord-ouest et sud-ouest a déclenché... Ça n'a pas un rapport avec les régionales? C'est un rapport avec les régionales. C'est pour ça que j'ai convoqué le contexte. Oui. Le ministre Paul Atangandi convoque les chefs et les demande de rentrer parce que pour lui c'était un bétail électoral. Il faut le préciser, c'était un bétail électoral. Il faut également préciser que dans la partie septentrionale, il y a un chef qui a eu un malaise et qui est mort le jour de ce scrutin du 6 décembre. Il est décédé sur place. On ne connaît pas les causes de son décès. Il faut également préciser que
le chef d'un sort, le chef, c'est-à-dire que de Kumbo, est venu par hélicoptère avec une escorte à la présidentielle, par hélicoptère pour venir voter. Alors, allez savoir pourquoi Chief Angwafor, à Bamenda, n'a jamais fui la ville. Il est dans son palais. Okay? Il y a certains chefs qui vivent encore dans le nord-ouest. Et beaucoup qui ont déserté. Allez savoir pourquoi. Ce n'est pas quelque chose qui est un apanage du Cameroun. Allez savoir pourquoi est-ce que Saïd Kadhafi, après avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale, a été caché pendant une dizaine d'années par les chefs tribaux en Libye. Je dis caché par les chefs tribaux en Libye. En fait, ce sont les chefferies qui détiennent le pouvoir. Non seulement traditionnel, mais même politique. Saïd Kadhafi est caché par les chefs tribaux de son pays. Pourquoi ils ne l'ont pas livré? Vous pensez que les populations ne sont pas au courant ou n'étaient pas au courant de l'endroit où il était caché? Dans ces chefferies, les populations savaient. Mais puisque ce sont des chefs qui sont en phase avec leur population, ce sont des chefs qui incarnent les valeurs de leur population et qui font l'objet d'adhésion de leur population par rapport à leur politique sociale et économique, ils ne pouvaient pas être dénoncés. J'ai convoqué ici tout à l'heure le cas de Angwafor, qui est toujours à Bamenda. C'est un vieux qui est là, il n'a jamais fui la ville. Pendant que la plupart des chefs, 80% des chefs dans le nord-ouest et le sud-ouest, ont déserté, vivent à Yaoundé. Pourquoi? Parce que ce sont des chefs qui sont des acteurs de premier plan dans le RDPC. Un parti qui est rejeté carrément dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire que les populations anglophones ne veulent pas entendre parler de CPDM. Quand ils voient même une image de CPDM, ces gars peuvent brûler l'endroit. Peuvent brûler l'endroit. Donc il faut qu'on précise les choses telles qu'elles sont. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces chefs, pour la plupart, font l'objet des enlèvements et l'objet d'assassinats. Parce que les populations du nord-ouest et du sud-ouest estiment que ces chefs-là sont à l'origine et de connivence avec le RDPC pour les faire vivre toutes les misères qu'ils vivent depuis qu'ils se sont réunis à la partie francophone en 1961. Alors, voilà d'où tout cela part. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre de côté l'aspect politique de cette situation-là. C'est même cet aspect politique qui est en train de guider les misères que les chefs vivent dans ces régions-là. Il y a des chefs également dans ces régions-là parce que le contexte, c'est là-bas qu'il s'agit. Ici, on n'a pas encore connu ce genre de cas. Mais il faut aussi également dire que dans nos chefferies, de plus en plus, nous qui sommes dans la partie francophone, le RDPC ne fait plus l'unanimité. RDPC ne fait plus l'unanimité. Moi, je vais vous dire qu'il y a certaines chefferies, même dans les régions de la Sanaga-Maritime et du Nyong-Ekele, où pendant les élections, les gens sont prêts à prendre des machettes. Ça, je vais vous dire, sans parler de la région du Noun, sans parler du département du Noun, à Fumban et dans d'autres endroits. C'est encore au nord Cameroun. Au nord Cameroun encore, le parti État réussit à maîtriser les gens, à travers les chefferies traditionnelles parce qu'ils leur ont donné tellement de pouvoir là-bas. Les Lamidos sont comme des dieux entre guillemets. Donc, le cas du nord-ouest et du sud-ouest est spécifique. Le problème primordial, c'est CPDM. Les populations ne veulent plus entendre parler du RDPC. Et ces chefs-là, comme mon frère venait de le dire, ils se sont entêtés. On les a convoqués. Ils n'étaient pas obligés de partir. Ils se sont entêtés. C'est même quoi dans ce pays avec l'histoire des élections? On a vendu les gens pour les élections. Quelqu'un vient, il est sur une chaise roulante. Un soi-disant chef. On est en train de le pousser. Nous avons vu des images de jour-là qui étaient extraordinaires. On pousse quelqu'un sur la chaise roulante. Il est mourant, mais il faut qu'il aille voter. Le RDPC. C'est le format qu'on convoque dans ce pays. C'est pas possible. À un moment donné, il faut voir la vérité en face et être capable de dire que je ne suis pas d'accord, malgré que je sois dans ce parti politique, mais je ne suis pas d'accord avec telle ou telle situation. Maintenant qu'ils sont en train d'être enlevés, maintenant qu'ils sont en train de perdre leur vie, où est Paul Atangandi pour aller les délivrer?
Donc je pense que c'est lui qui est la principale cause de ce qui arrive au chef aujourd'hui. Voilà justement, Raphaël Edogo, on demande au chef de rentrer. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de gages, de garanties pour assurer leur protection? C'était avant les régionales. La rencontre a eu lieu le 19 août à Yaoundé. Non, à moins d'être ressortissant dans notre pays, ou bien à moins de vivre dans notre pays actuellement, il y a l'insécurité dans le Nozo. Il n'y a donc pas de garantie possible pour demander aux chefs de retourner, ou bien même pour demander à ceux qui sont déplacés de retourner. Ce n'est pas un secret de polichinelle, parce qu'en réalité, là, il relevait tout à l'heure, Barry relevait tout à l'heure que quand les autorités y vont, ils vont sous bonne escorte. Donc ça veut donc dire que si on demande aux chefs de rentrer, il faut trouver les moyens de sécurité à ces chefs. Donc dire qu'on a pris disposition, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que voilà donc la situation. Mais sauf que ce qui me gêne dans tout cela, c'est que au fur et à mesure, nous voyons les gens mourir chaque jour. Depuis pratiquement, on va dire aller à la 5e année. On n'a aucune solution. Et c'est pour cette raison que je pense que à un moment donné, comme M. Vignan vient d'indiquer, concernant les chefs qui ne se déplacent pas, qui bénéficient encore comment on dit, du respect et tout ce que vous voulez de la population, est-ce que cela ne peut pas nous trouver des solutions pour sortir là? Parce que tout à l'heure, il évoquait l'aspect d'un parti politique. Sauf que ce n'est pas ça le problème. Si c'est ça le problème, il y a une façon de sanctionner les partis politiques dans notre pays, on le sait. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, dans la partie du Nozo, on sait comment ils se sont souvent comportés. C'est un peu comme il citait l'ONU. On sait que dans l'ONU, l'UDC est bien assis là-bas, même si le RDPC prend encore un peu. Et on savait autrefois que le SDF, c'était son bastion. Mais moi, je voudrais qu'on écarte un peu cette affaire des partis politiques. Parce que ce que nous devons retenir, c'est que les partis politiques passeront. Les hommes qui parlent comme nous parlons, là, passeront, le pays restera. Qu'est-ce qu'on fait de la richesse de notre Nozo? Qu'est-ce qu'on fait pour que la guerre s'arrête, pour que les populations retournent de ce côté-là, et pour que leur richesse, ils continuent à exploiter leur richesse, qu'ils continuent à cultiver leur champ? Parce que le souci que nous avons, c'est que les gens sont déplacés. Les chefs traditionnels meurent, les enfants meurent, les populations meurent. Actuellement, c'est parfois aussi, hein, monsieur, il faut le dire, je ne sais pas s'il va appeler ça zèle. À un moment donné, il faut un peu qu'on évite d'atteindre certains niveaux dans notre pays. Parce qu'il ne suffit pas de prendre le micro ou d'organiser une conférence pour demander au chef de retourner. Véritablement, quelle est la garantie sécuritaire pour demander au chef de retourner? Vraiment. Et là, il a si bien indiqué tout à l'heure que, honnêtement, c'est chacun qui se garde lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez pas les laisser au milieu de la route et attendre que la voiture va vous esquiver. Une voiture va venir vous percuter. Donc, à ce niveau-là, ceux qui se sont aussi hasardés à y aller, n'ayant peut-être pas tous les renseignements de ce que la situation s'est calmée, c'était aussi à leur risque et péril. Non sans vouloir encourager le fait que les chefs sont décédés. Mais honnêtement, c'était sur quelle base? On aurait même dû les laisser là où ils étaient et les recenser et faire voter ces chefs à l'endroit où ils sont. Et on trouve des solutions, des mécanismes. Parce que de toutes les façons, personne n'a envie de mourir. C'est-à-dire que de cette manière-là. Et la famille que ces gens-là ont laissé, leurs familles sont meurtries aujourd'hui, ils sont sans chef et ils sont sans parents. Donc je vous assure qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête un peu cette façon de faire dans notre pays. Pour ceux qui nous gouvernent, il faut qu'ils aient un peu l'amour. Parce que si on a l'amour de ce pays, je crois que beaucoup de choses ne vont pas se passer. Voilà, Albin Dormont, les chefs sont livrés pour vous. Bon. On leur demande de rentrer alors que toutes les garanties sécuritaires ne sont pas là. Oui, vous savez que ça fait pas longtemps, le gouvernement a produit une liste des fonctionnaires qui ne sont pas à leur poste. Oui. Et ça prête, je me dis, à sanctionner au niveau de la caisse, au niveau du porte-monnaie. Je me dis, et j'ai rencontré plusieurs fonctionnaires dans la ville de Tchang qui travaillent du côté du Nébi Alem et qui, l'un d'eux m'a dit, bientôt je serai chômeur parce que pour rien au monde, je ne peux mettre ma vie à prix en allant de ce côté. Donc, lorsque quelqu'un vous dit ça franchement et vous dit, si vous pouvez trouver quelque chose pour moi là, bientôt mon salaire sera coupé et vraiment, je ne suis pas prêt. Nous rions
mais il est très sérieux parce qu'il s'agit de son pain quotidien qui est mis à prix et il doit choisir entre mettre sa vie en danger et aller à la conquête de ce pain. Il a donc choisi de préserver sa vie. Ce qui est normal. Oui, et c'est un choix tout à fait légitime. Et je pense que c'est le gouvernement, il revient plutôt au gouvernement de comprendre que à un moment donné, on doit retourner à Fumban. Retournons à Fumban et faisons une réunification de qualité comme celle que nous proposons dans cet ouvrage, où nous choisissons de faire des discours dans lesquels nous demandons aux chefs de rentrer pour être sacrifiés. Nous demandons aux populations de... Merci Albert. On va revenir après le journal parce que dans un instant, Cédric va vous annoncer les titres. Voilà, il est là. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous vous proposons une enquête sur l'exploitation illégale des mines au Cameroun. Cette situation engendre déjà la mort de près de 100 personnes, parmi lesquelles essentiellement des enfants qui sont tombés dans des trous miniers qui n'ont pas été restaurés. Une véritable violation du code minier au Cameroun. Malgré les mesures prises jusqu'ici, la société civile relève de nombreuses insuffisances et le laxisme des pouvoirs publics. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également les nouveaux chantiers du président du JICAM, réélu à la tête de l'organisation patronale, au moment où les entreprises sont en détresse, au moment où elles attendent en vain les mesures concrètes de relance de la croissance économique. Le JICAM va en bataille pour pouvoir préserver et défendre les intérêts du secteur privé. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de la ville de Douala. Est-elle déjà décorée à quelques jours des fêtes de fin d'année, notamment les fêtes de Noël? Vous le verrez, les Camerounais résidant à Douala n'apprécient pas du tout la ville lumineuse. Ils estiment qu'il y a des priorités. D'autres ne sont pas d'accord avec le fait que cette stratégie de décoration de la ville n'ait pas encore été mise de façon optimale. On en parlera dans quelques instants. Sajala. Voilà, madame, monsieur, fin de cette première partie Equinox Soir, retrouvée dans une trentaine de minutes. Pierre-Emmanuel Bignam, Albert Ndomo-Tobin, Raphaël Ndougo et Baristan Kamalimen pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Et dans quelques minutes, madame, monsieur, le 20h, le plus attendu de la planète, le 20h de Cédric Noufélé. Comment était l'année pour vous? Et ça, for this 2020, not the Waka. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Raphaël Ndougo, Pierre-Emmanuel Bignam, Albert Ndomo-Tobin et Baristan Kamalimen. Baristan Kamalimen, vous êtes dans la ville de Douala. Vous avez suivi le reportage de nos collègues, voilà, déjà sur la présentation, la décoration. Qu'est-ce que vous avez à dire? On a quelques jours là de déjà Noël, ensuite la fête du Nouvel An, le réveillon de Noël. Yes, I am in accordance with what was reported. We've not seen this euphoria. We've not seen excitement in the activities in Douala, especially when it comes to lighting. And but I have a worry, like somebody said, that we need more things in Douala than just the simple lighting. If you see the road to Lokpom, we are suffering. I live in that neighborhood, and the road is very bad. They are trying to do kind of work, but up to now we're still not having good roads. So I pray that maybe before the feast, that the government should try and put tar on that road for us. Voilà. Albert Ndomo-Tobin, à Tchang, c'est déjà, la ville est déjà aux couleurs de la fête. Comment ça se passe là-bas? Je ne saurais. Vous avez laissé la ville déjà décorée à Tchang? Non. La ville, pourquoi? C'est pourquoi? Elle n'est pas du tout décorée. Pourquoi? Et je pense que généralement dans notre pays, on aime bien la dernière minute. Non, restons à Tchang d'abord. Restons à Tchang d'abord. Hein. Oui, c'est vrai. Nous sommes. Ce sera décoré, je suis à Tchang. C'est souvent décoré? Non, on décore la ville. Oui. La ville est souvent décorée et je crois que depuis que le maire Jackie Kemle est là, il se bat comme un beau diable. Je suis sur un plan strictement amélioratif.
il se bat et je pense que si ça traîne, ça ne fait que traîner. Elle sera décorée, je crois. Oui. Donc, vous croyez? Je pense que ça le sera parce que je l'ai vu très actif sur plusieurs autres chantiers. Oui. Je peux penser sur cette base-là que la ville de Thian sera décorée. Maintenant, s'il faut dire un mot en ce qui concerne le phénomène d'insécurité... Non, on y arrive. On fait d'abord le tour sur la décoration. Pierre-Emmanuel Bignam, pour vous, voilà, quelques jours de la fête de la Nativité. En plus, il y aura le réveillon au 31. On ne voit toujours pas à certains endroits, c'est toujours le noir. Bon, Serge Alain Autou, vous savez, les ténèbres trouvent toujours la place là où il y a la tristesse et la désolation. Nous avons traversé une année très difficile. Je ne parle pas de Covid uniquement, sans compter les crises sécuritaires que notre pays traverse et la pauvreté qui est ambiante dans notre pays. Vous avez oublié une chose. Ça fait que... Vous n'avez rien oublié là sur votre liste? Les élections. ça fait que du coup, le pays étant dans la tristesse, ça se voit immédiatement sur l'environnement de nos villes, oui. En l'occurrence Douala. Mais ce n'est pas une excuse qui peut nous amener à constater que l'éclairage public, par exemple, je prends le cas de Douala 5e que je maîtrise très bien, l'éclairage public à Douala 5e est à 80% désuète. C'est-à-dire que les lampadaires sont disposés, mais ne fonctionnent pas. Et puis, il n'y a pas de maintenance. Parce que vous prenez un axe comme, par exemple... Très souvent, on jette l'anathème sur les populations qui, on a vu, à l'entrée à la pénétrante Est, à peine installées, les populations ont commencé encore à poser des actes pas très recommandables en voulant ce qui avait été installé. Oui, mais je parle même de ce qui est déjà installé, qui ne fonctionne pas. Et personne ne s'interroge. Il y a les agents de la mairie qui passent, les maires même passent sur ces routes. Ils ne se demandent pas pourquoi est-ce que ces lampadaires ne sont pas éclairés. La maintenance, on ne voit jamais la maintenance avoir lieu sur ces axes-là. Pour ce qui concerne la décoration de la ville, vous voulez quoi? Quand les gens ne sont pas contents, ça s'exprime immédiatement. Les gens qui doivent décorer ne sont pas contents? Oui, je veux dire, il n'y a pas une ferveur comme par le passé, lorsque Noël approchait, les familles se déployaient, les populations se déployaient, les quartiers se regroupaient. La ferveur populaire là a disparu avec le temps. Le Cameroun traverse quand même beaucoup de maux. Et puis la pauvreté est là. Il ne faut pas oublier que par le passé, les gens allaient dans les lieux publics, passer le temps, le 24, le 25, parce qu'il y avait assez de moyens. Mais aujourd'hui, les Camerounais, on est dans un contexte où le SMIC c'est 36 000 francs pour un Camerounais. Et avec ces 36 000 francs, on va vous dire que dans certains supermarchés, dont je ne vais pas citer le nom ici, le ticket pour avoir accès à un repas avec sa famille ce 25, c'est dans les 35 700 francs. J'ai vu la promotion d'un supermarché. Alors celui qui gagne 36 000 francs, vous pensez qu'il va amener sa famille là-bas? Il est obligé de rester au sous-quartier et se débrouiller s'il peut attraper un maquereau et se battre avec. Donc du coup, les endroits où les gens se retrouvent se vident de monde de temps en temps. Maintenant, il y a quand même les nouveaux pôles de loisirs, comme par exemple Douala Mall, où les Camerounais sont en train de se faire humilier en 2020 et qui tombent sur les escaliers roulants. Bon, on espère quand même que les gens vont aller découvrir Douala Mall, mais de manière générale, l'observation que je peux faire, c'est que le peuple camerounais est triste et puis est dans la désolation. Voilà. Raphaël Ndougou, pour vous, ça va arriver? Cette décoration à laquelle on a été souvent habitué, ça traîne cette année? Je pense même que, même si on venait à décorer, puisque ce dernier temps, on n'a même pas l'électricité. Donc, on peut ne même pas avoir que la décoration, puisque vous imaginez que vous avez l'électricité dans les coups de 22 heures. Vous imaginez la chaleur qui bat son plein doigt en ce moment. C'est difficile, donc ça doit aller ensemble. Si c'est décoré, il faut bien que ceux qui ont la charge de gérer l'électricité offrent l'électricité aux Camerounais pour que ce soit décoré. Et il y a d'autres choses maintenant. Il y a l'état même de la ville. Quand vous voyez les routes, si vous voyez un peu devant le stade
où on doit jouer le chant là-bas. On va décorer donc le trottoir, je ne sais pas. On ne va pas décorer ce que nous voyons là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décorer la ville alors que la route n'est même pas bonne. Donc je pense qu'il vaut mieux ne même pas décorer parce qu'il faut commencer quelque part. Si on peut bitumer la route, on décore donc ce qui est déjà beau à voir. Mais si c'est la nuit, que vous allez vous toucher le pied dans les nids de chameaux qui sont là, devant le stade, et le chantier avait été bien octroyé, on a vu que le chantier a commencé et il s'est arrêté. On ne dit rien à personne, on est là et puis la route est impraticable. Donc ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour décorer, mieux prendre cet argent-là et on va fermer les nids de chameaux qui sont du côté de l'Omnisport et les autres endroits où la route est mauvaise. Donc c'est ce que je pense pour ma part. Ah ben, donc, vous vouliez parler de l'insécurité. Oui, je voudrais dire que notre pays traverse une grave crise d'insécurité et je ne pense pas que l'éclairage seul suffise pour que nous puissions sortir de cette insécurité. Parce qu'il y a des populations, certaines personnes qui se livrent même à cette qui sont les acteurs majeurs de cette insécurité, le font juste parce que pour certains ils veulent survivre. Parce que la situation est très tendue actuellement. Il y a une masse importante de personnes qui ont abandonné les emplois dans le Nozo, qui se sont déportés dans cette zone sans qu'il y ait une augmentation de l'offre en termes d'emploi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de grignoter sur le peu, puisqu'on avait déjà un assez fort taux de chômage dans cette zone. Mais ils sont également en train de prendre sur ce peu qui était pour pouvoir survivre. Ça fait que il y a désormais une grande partie de la population qui se retrouve ne sachant plus quoi faire. Et le raccourci dans ces cas-là, souvent, c'est se livrer à tous ces actes de banditisme. Et à l'arrivée des fêtes, tout le monde a envie de fêter. Moi, je pense que il faut que nos cœurs soient d'abord éclairés. Et éclairer nos cœurs, c'est ramener la paix et permettre à tout le monde de rentrer et de se retrouver chez soi. On est mieux que chez soi. Oui, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Et le fait, ce n'est pas... En même temps, je ne suis pas en train de dire... On est chez soi partout. Je ne suis pas en train de dire que les gens, que ceux qui ont laissé l'autre rive du Mungo, par exemple, pour se retrouver ici, ne sont pas chez eux, mais ils n'y sont pas de façon volontaire. S'ils y sont de façon volontaire, alors il n'y a pas de problème. Mais ça devient problématique lorsque ils y sont été contraints. Ils ont été obligés de partir. Il faut qu'ils rentrent là-bas, là où ils sont installés, là où ils ont fait des investissements lourds. Ils ont besoin de récolter pour certains les fruits de ce qu'ils ont sémé. Ce qui est impossible actuellement. Nous allons même mettre l'éclairage, mais dans leur cœur, il y a des ténèbres. Dans leur cœur, il y a de la tristesse. Et seule la paix, seul le retour de la paix, seule une autre Fumban, pas le grand dialogue, parce que nous avons dénoncé le grand dialogue, seule une vraie conférence de Fumban, une seconde, est capable de faire en sorte que les Camerounais se regardent encore face à face et se disent « nous sommes frères ». Voilà, Pierre-Emmanuel Bignam, quand on parle d'insécurité, il n'y a pas assez de lui-même, hein, on voit quand même, la ville est équipée de caméras à tous les carrefours. Il y a ce qui m'a marqué dans le reportage de Kinos tout à l'heure, c'est qu'un téléspectateur a dit, il a posé la question, est-ce que ces caméras marchent même? J'ai l'impression que ces caméras ne marchent pas. En fait, c'est une interpellation qui nous amène à comprendre le niveau de crise de confiance qui existe entre le peuple, dans la population, et le gouvernement. C'est-à-dire que la population arrive à un tel niveau où, même lorsque le gouvernement s'efforce de mener quelques actions, la population ne perçoit plus ces actions comme des actions fiables et les remettre en question. Donc, et puis une autre chose qui m'a marqué, c'est que un mototaxman était en train de témoigner qu'on vient d'arracher un porte-monnaie devant un commissariat. Et il précise en disant que ces gens n'ont même plus peur de la police.
Donc, vous imaginez dans quel contexte nous vivons. C'est-à-dire, on vous arrache un porte-monnaie devant un commissariat, et puis les gars, ils s'en foutent pas mal des forces de maintien de l'ordre. Ça nous amène à nous questionner également. Quelle est la priorité des forces de maintien de l'ordre actuellement, c'est-à-dire que police, gendarmerie et autres, dans nos villes? La priorité est-elle de renforcer la sécurité auprès des militants de l'opposition, en l'occurrence du MRC, ou bien c'est de veiller sur les populations? Quel est l'effet escompté de ces caméras qu'on installe sur tous les coins des rues? Est-ce que ces caméras-là sont là pour surveiller les bandits, les délinquants, et de remonter leur filière jusqu'à mettre la main sur eux? Ou bien ces caméras-là sont installées pour surveiller les faits et gestes des militants du MRC? On se pose toutes ces questions. Pourquoi je me pose toutes ces questions? Parce que tout le monde a vu le niveau de sécurité qui a été déployé une semaine avant les marches du 22 septembre et jusqu'à une semaine après les marches du 22 septembre dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et un peu partout au Cameroun. À dire que donc le Cameroun peut avoir un tel niveau de dispositif de sécurité pour protéger les populations, et qu'à l'approche des fêtes comme celle-ci, les populations se retrouvent abandonnées à elles-mêmes. Dans un quartier proche de chez moi, parce que dans mon quartier, ça ne pourra jamais se passer. Je vais vous expliquer pourquoi après. Un quartier proche de mon quartier, dans un quartier proche du mien, une dame a été agressée la semaine dernière. Elle a fait l'objet d'un viol collectif. On lui a arraché un véhicule, son porte-monnaie, et on l'a violée à côté de son domicile. C'est passé dans les chaînes de télé. Hein. La police et la gendarmerie ont réussi à mettre quand même la main quelques 4 jours plus tard sur ces malfrats-là. Mais parmi ces malfrats-là, une des choses qui frappe, c'est que 80% de ces gars-là sont des gars qui ont fui la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut le préciser aussi. D'où je reviens, je rejoins la thèse d'Albert tout à l'heure, qui démontrait que la crise anglophone est aussi aujourd'hui une cause du niveau de banditisme qui s'est accru. Parce que déjà, il faut dire que les populations camerounaises vivent sous le seuil de la pauvreté. Notre score, c'est autour de 50% de populations qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Et en l'occurrence, dans les grandes villes, Douala et Yaoundé. Ajoutez à ça nos frères qui ont perdu les emplois. La CDC a fermé. La CDC était le plus grand employeur. Après l'État, c'est la CDC qui est le deuxième employeur. Ensuite, la SABC, Société Anonyme de Bâtiment du Cameroun. La CDC ne fonctionne plus. Et la CDC est implantée dans les régions du nord et du sud-ouest à plus de 80%. Tout ce monde-là a perdu l'emploi. Ils se sont déversés à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Tchang et ainsi de suite, pour venir se rajouter effectivement sur le panier de la ménagère qui déjà souffrait, qui déjà n'arrivait pas à nourrir ceux qui sont là. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on retrouve le niveau de banditisme qui devient de plus en plus accru. Okay. Voilà pourquoi nous interpellons tous ceux qui pensent que lorsque les partis politiques, comme le MRC, comme le SDF, comme tous les autres partis politiques et toutes les organisations de la société civile se mobilisent pour attirer l'attention du gouvernement et les pousser à trouver une solution, une résolution de cette crise. Et les gens qui radicalisent ces positions doivent savoir que dans quelques jours, ce ne sera plus un problème de nord-ouest et de sud-ouest. C'est devant leur entrée, devant leur portail, dans leur voisinage, que la violence, les agressions et tout vont toquer à la porte. Si nous ne nous mobilisons pas pour mettre un terme à cette crise, elle va nous rejoindre dans nos maisons et très bientôt. Ok, Barista, sur la montée de l'insécurité, voilà. What do you have to say? Well, as you rightly put it, we have a very high level of unemployment. And you see not only unemployment, but the youths are extremely frustrated. They don't believe there's no hope, and so the survival of the fittest comes in.
Look, Alain, we live in a very bad country. A country where youths are not encouraged. You look, every day they appoint people. Old people who are supposed to be on retirement, they bring them back. The other day I saw a presidential decree adding 2 years to some deals who were supposed to go on retirement. They don't encourage youth in this country. And such is, I will not encourage anybody to commit offense, to steal, to rape, but the society equally has a role, as you rightly put it, that the society shapes the people. So, Alain, if the government puts in place, creates jobs for these people, it's going to dissuade some of them. It's going to occupy some of these people to be responsible. That is the same thing with Ambazonian crisis. You know, many of those guys who are they are there because they had nothing else to do. And now they have the powers, they have the gun, they have the powers, and they believe that that is all what it takes for them to survive. So, Alain, it is time for this government to believe in its youth. It is time for this government to create jobs for its youth. It's time for this government to make the youth understand that academics is just a path. There are other ways to make money without going to school. I think it's going to help us. Ok, Raphaël Ndougou, pour vous, qu'est-ce qui justifie cette insécurité grandissante dans nos principales métropoles, hein? Non, la situation de Douala est assez déplorable. Nous l'avons dit ici une fois, concernant des étrangers qui arrivent là, les uns et les autres ont parlé de nos frères qui se sont éloignés ou alors repliés dans les grandes villes par rapport à la crise de nos eaux. Mais il se trouve que, premièrement, la sécurité nous concerne tous. Mais deuxièmement, je n'arrive pas à comprendre une ville comme celle de Douala, où vous pouvez circuler dans toute la ville, vous ne voyez aucun contrôle de police ou de gendarmerie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, pourquoi? Parce que on dit la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Alors, les gens sont... Donc vous êtes pour l'institution des contrôles? Je suis pour les contrôles, parce que quand il y a un contrôle, lorsqu'on vous arrête un sac, on vous arrête un véhicule, si vous croisez le premier contrôle, vous allez quand même vous plaindre que vous avez été victime de X ou Y situation. Mais lorsque c'est abandonné, un exemple, vous voyez quand nous sommes au Carrefour de quotidien. C'est la population à un moment qui se plaint souvent qu'il y a trop de contrôle. C'est donc ça le vrai problème. Parce que la population se plaint qu'il y a trop de contrôle, mais aussi la population elle-même ne prend pas ses propres responsabilités. Quand nous passons en Dokoti, vous voyez comment la police qui travaille là est submergée parce que de toutes les façons, nos amis des deux roues, les bensikineurs, comme on les appelle, envahissent totalement le Carrefour au point où les policiers ne sont même pas capables de pouvoir chasser ces derniers. Or, les embouteillages dus au Carrefour de Ndokoti sont le phénomène des mototaximens qui garent au Carrefour. Et là, il y a peut-être aussi, parce que les mairies ne veulent pas travailler en synergie. Vous voyez la mairie de Douala 3e, qui a une partie de ce Carrefour à sa police municipale, qui travaille sous le pont de l'autre côté. Or, la mairie de Douala 5e ne fait pas la même chose. Du coup, il y a un problème. C'est exactement la même chose pour la sécurité. Il y a des quartiers où les gens se sont mobilisés en comité de vigilance pour justement lutter contre ce banditisme-là, pour justement lutter contre ces agressions-là. Mais je vous assure que ce n'est pas normal, tout simplement parce que dans la ville comme celle de Yaoundé, il y a des opérations de rafle. Ça dit que vous ne pouvez pas... On peut vous réveiller à 2 h du matin pour fouiller votre maison, pour arrêter ceux qui marchent dans la nuit, peut-être sans carte d'identité et autres, et puis on va vous lâcher après. Donc il se trouve que nous-mêmes, nous abandonnons nos propres responsabilités, parce que la sécurité, c'est d'abord personnel également. Je vous assure que chez moi, si vous venez, n'importe comment, vous allez voir ce que j'ai là-bas. Parce que je ne peux pas, c'est la vérité. Vous avez quoi, le serpent? Donc je ne vous dirai pas ici. Donc également, il faut que les forces de maintien de l'ordre viennent pour les rafles et les contrôles. Parce que dans les véhicules, on ne sait pas ce que les gens transportent dans les véhicules. Voilà. Dans la nuit, si on ne fouille pas les coffres des voitures. Ok. Vous terminez par Gomezap, on a vu comme ça. Rapidement. Très rapidement, première chose, j'ai aimé la fin du reportage. De Cyril, qu'est-ce qu'il a dit Cyril? Lorsque Equinox passe, le développement suit. Parce que nous-mêmes, nous avons à un moment donné parlé de ce deuxième tronçon qui avait longtemps justement traîné. On ne comprenait pas le souci. Dieu merci, la roue est déjà là. Et qui nous allait plus loin pour proposer un taux de tronçon entre Ngomzap et Mangama. Je peux vous dire que si vous sortez la ville de Douala, vous entrez par Noumayos, vous pouvez ressortir à Mangama. Vous allez à Ebolo sans passer par Yaoundé, ni de Mbarmayo.
Il y a des tronçons comme ça. Et ce qui gêne dans notre pays, parfois, c'est on ne programme pas ces choses-là. Parce qu'on peut voir un bassin de production. Vous avez une route qui part de Lama à Acier, Metomba, vous arrivez en Vambout, à peu près 40 km sur la route de Bolova. Ça veut donc dire que si cette route-là est au moins gravillonnée, les populations vont plus souffrir du sous-développement. Ils vont travailler les champs et le bateau de manière ne coûtera plus 150 francs ou 200 francs à Yaoundé. Donc je pense que le ministre de la République doit profiter des reportages comme celui d'Equinox et essayer de voir en perspective qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour étudier et voir dans quelle mesure on peut sortir du sous-développement. Parce que quelqu'un avait combien de livres le pays organisateur. Dans le sud, il n'y a pas de route. Combien de fois Equinox a fait des reportages là-dessus. Donc, le sud est la seule région qui, pour partir du chef-lieu, il faut aller contrôler par Yaoundé. Et rejoindre Kébi, un département de la même région. Donc, vous comprenez qu'on doit trouver des solutions dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup encore, Equinox, pour cela. Merci, merci. C'est nous qui vous remercions pour votre franc-parler, Raphaël Ndougo. Voilà, Ndomo Tobin, rapidement, how nice is it to meet our brothers? Rapidement. Oui. Vous me donnez là l'opportunité de vous présenter ce cliché qui en fait était affiché dans la salle des travaux à Fumban. Et si vous pouvez zoomer, vous allez voir how nice it is to meet our brothers. Alors que de l'autre côté, en français, c'est vive le Cameroun unifié. Non, mais est-ce que vous voulez vous... Donc c'est là que naît le problème. Non, c'est-à-dire qu'on arrive déjà avec deux conceptions. Oui. C'est là-bas que ça commence. C'est-à-dire, je crois qu'on va faire une émission là-dessus. On a une conception fraternelle de la rencontre de Fumban. Pour nos frères de l'autre livre du Mungo, ils expriment leur joie de retrouver des frères. Oui. Alors que les autres ont une conception. Ils disent vive le Cameroun. Merci. Je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dans cet ouvrage. Merci. Beaucoup n'avaient pas vu ça comme ça. Merci Albert Dorme. Vous dire également merci à Clovis Rodrigue Foutsop. J'espère qu'il nous regarde en ce moment. Il est très fidèle à l'émission. Voilà, merci. Merci à vous, Pierre-Emmanuel Bignam, d'être passé une fois de plus. Thank you, Barista, for coming. It's a pleasure. Voilà, madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Gomezab.